Donc mon sujet a déjà été bien introduit en amont par les autres présentations. Donc je vais revenir sur pas mal de sujets en espérant d'être clair et précis sur tout ce que je vais dire. L'un des points qui a été souligné par Jean-Claude juste avant, c'est que quand on met du vin en bouteille, on espère, on aimerait que toutes les bouteilles soient homogènes. De la première à la dernière, on ait le même produit avec les mêmes caractéristiques sensorielles. Ici, juste pour illustrer illustrer le propos, 30 bouteilles d'un même vin, 30 bouteilles de vin d'un même produit ont été analysées aussi bien au niveau du SO2 libre que du CO2 pour voir un peu, et on voit qu'on peut avoir des grosses variations d'une bouteille à une autre. CO2 peut varier fortement sur un vin de 0,6 à 0,9 grammes par litre, donc c'est conséquent. Sensoriellement, on peut le sentir directement sur la fraîcheur du vin. Et sur le SO2, ici, on reste sur des valeurs correctes, mais on a quand même des variations qui peuvent aller de 20 à 30 mg de SO2 libre. Donc on va voir après que l'embouteillage peut être en partie en cause sur ces variations. Il n'y a pas que l'embouteillage, il y a aussi la conservation en bouteille. Mais on va déjà voir un peu comment on peut intervenir sur l'embouteillage pour essayer de limiter au maximum ces variations de bouteille à bouteille. Alors la première des choses, il y a eu quelques questions, on y revient, sur la manière de mesurer l'oxygène. Donc chez Novacorp, on utilise la méthode par luminescence. C'est-à-dire qu'on a des pastilles ici qui sont collables ou intégrées dans des sondes qui ont la propriété de luminescence. Donc on va envoyer de la lumière bleue dessus. Et en fonction de la quantité d'oxygène, plus ou moins de lumière rouge et plus ou moins vite, cette lumière rouge va revenir vers l'appareil et donc va déterminer la quantité en oxygène du contenant. Dans la bouteille, les deux sources importantes d'oxygène dont on va parler et qui ont déjà été introduites, c'est l'oxygène qui est dissous dans le vin et c'est aussi l'oxygène qui est emprisonné ici dans l'espace de tête. Donc c'est vraiment entre le vin et le bouchon. Donc ces deux mesures sont possibles par l'appareil, parce que l'appareil mesure une pression partielle d'oxygène, donc aussi bien en phase dissoute qu'en phase gazeuse. C'est une méthode qui a été validée en partenariat avec l'INRA et Jean-Claude Vidal à l'époque. Donc cette méthode a été validée essentiellement pour la mesure dans la phase gazeuse, mais aussi pour la mesure en phase dissoute. Donc on peut calculer la quantité totale d'oxygène, oxygène dissous plus oxygène gazeux, qu'on a dans une bouteille. Et c'est une méthode qui est très simple, et grâce à son principe de luminescence aussi un peu plus précise que les autres méthodes. Il y a aussi d'autres travaux qui ont encore validé sur d'autres contenants l'utilisation de cette méthode. Une petite aparté commerciale, donc je laisserai après si vous avez plus de questions. C'est la nouvelle génération du NovaSense, donc qui, vous voyez, est plus petit, plus léger, etc., qui intègre la mesure du TPO entièrement, donc totalement intégré dans l'outil. Il n'y a plus besoin de passer par un fichier Excel ou par l'ordinateur pour calculer. Donc si vous avez plus de questions par après, on peut en discuter lors de l'alternative dilatoire à la suite des conférences. Donc grâce à cet appareil, on a pu faire un nombre d'audits conséquents. Donc ici, on a une 60aine représentée. Sur les différentes chaînes de mise en bouteille, on retrouve le code couleur qu'a présenté Jacques au tout début. Donc entre 0 et 1, on va être très bon, et au-dessus de 4, on va commencer à avoir des choses qui sont à éviter. On voit qu'en moyenne, autour de 3 mg par litre dans la filière aujourd'hui, et qu'on peut monter très haut ou être vraiment dans des conditions excellentes pour la conservation du vin en bouteille. Et vous voyez aussi visuellement qu'on a à peu près autant de bleu que de rouge sur ce graphique. Le bleu concerne l'oxygène dissous et le rouge l'oxygène gazeux. C'est pas étonnant, et j'aime bien donner un petit chiffre dans ces cas-là. Dans 1 litre de vin, à la saturation, on peut mettre environ 8 à 9 mg d'oxygène, alors que dans 1 litre d'air, il est présent 270 mg d'oxygène. Donc même si on a une petite quantité d'air entre le bouchon et le vin, on peut quand même avoir beaucoup d'oxygène. Pardon.
Ceci étant dit, si on a différents niveaux d'oxygène, de teneur en oxygène total dans les bouteilles à la mise, ça a un impact direct, notamment sur le SO2. Donc ici on peut voir sur 3 mises différentes, les impacts directs sur les diminutions de SO2. Là c'est des diminutions, c'est ici, c'est écrit ici, les pertes. Donc les pertes de SO2 libres et totales qu'on peut avoir dans les bouteilles, avec un coefficient qu'on a réussi à valider au fur et à mesure des années, qui est entre 2 et 2,5. Donc 1 mg d'oxygène va consommer, grosso modo, entre 2 et 2,5 mg de SO2 libre, et un peu plus pour le total. Voilà. L'oxygène à la mise peut aussi avoir de gros impacts sensoriels sur le vin. Donc ici, c'est à la suite des travaux que nous avons fait avec l'IFV sur les vins à faible teneur en sulfite. Donc ici, c'est un chardonnay avec 2 conditions de mise différentes. Donc la condition, je dirais, standard qu'on retrouve sur le terrain, 3 mg par litre de SO2 total, et une condition très bien maîtrisée qui, je pense, devrait devenir un standard, notamment pour les vins sans SO2, qui sont très fragiles. Parce qu'on le voit ici, au bout de 4 mois, parce que c'était à 4 mois qu'on a fait la dégustation, la forte quantité d'oxygène sur un vin qui n'est pas protégé par des sulfites a des conséquences dramatiques sur l'aspect organoleptique du vin. Je reviens sur mon aspect d'homogénéité. Donc, lors d'une mise en bouteille, on va avoir de l'oxygène dans la cuve. Ici, vous voyez, l'oxygène était maîtrisé. Et on va retrouver de l'oxygène. Ici, c'est l'oxygène dissous dans des bouteilles, qui va être différent et qui va être surtout différent en fonction du moment de la mise. Donc là, on reste sur la même chose qu'a dit Jean-Claude dans sa présentation. Le début et la fin de mise en bouteille sont des étapes critiques où on apporte plus d'oxygène que dans un cas de tirage. Et il faut essayer, si on veut avoir des bouteilles homogènes, il faut essayer de régler ces 2 phases-là. Donc si on se concentre pour l'instant sur l'oxygène de début de mise, cet oxygène de début de mise va venir de tout le volume d'air qui est contenu dans les circuits, qui va de la pompe, de la cuve, jusqu'à la bouteille. Et donc, l'un des moyens de régler ce problème serait d'avoir déjà un circuit le plus compact possible, et aussi, et surtout, d'inerter ce circuit. Donc là, je montre un exemple d'un inertage qui a été réglé pour obtenir 2% d'oxygène dans cet inertage, et on peut suivre avec l'appareil NovaSense l'inertage réel du circuit, et donc maîtriser et utiliser la quantité de gaz juste nécessaire pour arriver à cet objectif. Donc ici on voit sur une canalisation assez courte, avec des pressions d'azote assez fortes, en 2 minutes on arrive à inerter totalement le circuit. Donc l'azote était injecté en sortie de cuve avant d'ouvrir la vanne pour le vin, et la mesure d'oxygène était contrôlée avant l'arrivée dans la cuve tampon de la tireuse. Pardon, je viens encore en arrière. Donc grâce à ce système, si je reviens en arrière, on peut diminuer fortement ces quantités-là d'oxygène pour essayer d'avoir quelque chose le plus lisse possible. Le deuxième point, c'est l'oxygène de fin de mise. Et vous voyez ici que l'oxygène de fin de mise, la remontée, est due à la remontée d'oxygène présent dans le vin. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure que le vin va se vider dans la cuve, il va y avoir de l'air. Et à l'interface entre le vin et l'air, il va y avoir des échanges gazeux. Et Michel l'a rappelé tout à l'heure, grosso modo, les 10 premiers centimètres de vin ici, on va avoir un enrichissement en oxygène et aussi une perte en CO2. Il y a aussi quelque chose à contrôler lors de la mise. Et donc, l'idéal, pour justement gommer cet effet de fin de mise, c'est pendant le vidage ou la vidange de la cuve, remplacer l'air ou le vide créé par du gaz neutre, et notamment les mélanges azote-CO2 en fonction de la quantité de CO2 que l'on veut maintenir dans le produit. Donc, j'ai mis quelques valeurs, grosso modo, en fonction des produits que l'on peut trouver couramment sur le marché. Donc,
azote 20% CO2, 50% CO2 ou 100% CO2. Bien sûr, ça peut être affiné. J'ai pas mis les calculs de coût, vous pourrez peut-être les rapporter par rapport aux structures parce que ça peut être variable. Ici, grosso modo, chaque litre de vin va être remplacé par 1 litre de gaz. Donc si vous connaissez votre coût de gaz en consommable, vous pouvez ramener aussi par rapport aux 0,75 litres de vin que vous mettez dans votre bouteille, le coût de l'inertage de la cuve directement sur le prix de production, le coût extra additionnel de production de votre bouteille. Voilà, donc maintenant, normalement, on a réussi à lisser tous les aspects d'oxygène dissous dans la bouteille. On va voir un peu comment diminuer cette valeur d'oxygène dissous pour toutes les bouteilles. Donc là, essentiellement, ce qui va intervenir, c'est l'oxygène qui est présent dans la bouteille, parce que la bouteille vide est en fait pleine d'air, bien évidemment. Et donc si on inerte cette bouteille, on peut diminuer potentiellement la quantité d'oxygène. Donc avec un inertage de la bouteille, en fonction de sa qualité, on arrive à gagner entre 0,3 et 0,6 mg d'oxygène par litre. Donc d'enrichissement en moins. Et ici, pareil, les échanges gazeux se font, donc le CO2 peut aussi s'échanger à ce moment-là. Et on peut retrouver, par rapport à ce que j'ai dit avant, les quantités de CO2, les pourcentages de CO2 qui seraient adéquates pour conserver un niveau minimum de CO2 dissous dans ce produit. D'autres techniques, rapidement, peuvent être aussi des remplissages. C'est des techniques qui reviennent un peu en avant sur le marché. De remplissage par le bas. Donc le fait d'avoir un remplissage par le bas fait qu'il y a moins de turbulence, moins de brassage du vin, et donc aussi moins de contact de ce vin avec l'air qui est contenu dans la bouteille. Et donc moins de prise d'oxygène, et normalement aussi, même si ça n'a pas été encore vérifié, ou en tout cas je n'ai pas eu accès aux données, moins de perte en CO2. Donc ça pourrait être une technique optionnelle pour diminuer les quantités de prise. Maintenant qu'on a réglé tous les passages en oxygène dissous dans la bouteille, il reste l'oxygène gazeux. Donc ici, pour les bouchons, la technique la plus courante aujourd'hui, c'est le vide, on l'a vu. Sans vide, on peut rapidement prendre beaucoup d'oxygène. Avec le vide, on arrive déjà à bien les réduire, même s'il reste quand même des quantités non négligeables. Il faut bien s'assurer, comme l'a rappelé Jacques, que le vide marche. Donc l'afromètre, ça coûte pas cher, ça devrait être utile et utilisé tout au long du process de mise en bouteille. Et notamment vérifier toutes les têtes de bouchage. Parce que si on a 4 ou 6 têtes de bouchage, il peut y en avoir qu'une seule qui fonctionne mal. Et si on a la malchance de mesurer les autres bouteilles, on ne va pas voir qu'il y en a une qui mesure mal. Donc le mieux, c'est de prendre 6 bouteilles à la suite sur la ligne. Enfin, autant de nombre de bouteilles à la suite sur la ligne que de bouteilles de bouchage. Et après, comme l'a rappelé aussi Jean-Claude dans son intitulé, si on commence à avoir des systèmes vide-gaz dans l'espace de tête, on peut réduire et diminuer pratiquement à néant les prises d'oxygène dans cet espace de tête. On a exactement le même cas avec les capsules à vis. Ici, l'espace de tête est plus important. On n'a pas de problème de surpression, donc sans inertage, on retrouve ces quantités assez importantes de 3 mg. Avec un inertage classique, on diminue encore de moitié, 1,5 mg d'oxygène qu'on garde toujours emprisonné. Et après, avec des nouvelles méthodes qui sont en développement d'inertage de capsules à vis, donc pour essayer d'optimiser l'efficacité de ces systèmes-là, on arrive à diminuer sur des quantités qui sont acceptables. Voilà, déjà la conclusion. De toute façon, c'est même pas suffi dans les temps, j'imagine. Donc la mise en bouteille, c'est une étape critique, on le dit depuis tout à l'heure, pour la vie du vin, aussi bien en termes de prise d'oxygène que de perte en CO2, et aussi en termes de variabilité. Comme je l'ai expliqué, on veut diminuer la variabilité au maximum de bouteille à bouteille. Et pour régler tous ces problèmes, les solutions existent, des systèmes d'inertage, aussi bien des cuves, des bouteilles, ou des espaces de tête dans les bouteilles. Des techniques, je dirais, pratiques ou techniques, des circuits plus courts, des circuits adaptés au volume de vin que l'on veut mettre en bouteille. Si on prend un système, une mise en bouteille qui est adaptée pour mettre 10 000 hectos en bouteille sur la journée, si on en passe des petits volumes, et c'est la tendance générale d'avoir
des volumes de vin, des segmentations de plus en plus petites, avec plus d'étiquettes, on peut avoir ce problème de taille qui a des incidences sur les prises d'oxygène. Les autres systèmes techniques, le remplissage par le bas. Et après, surtout, quand on applique ces techniques, pouvoir les vérifier, les contrôler au fur et à mesure, savoir si dans le temps on reste toujours efficace dans ce système de mise en bouteille. Voilà. J'espère que j'ai été clair. On peut continuer.